Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk sur Médian TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui constitue la force vitale de toute organisation, son capital humain. Derrière chaque projet, chaque innovation, chaque succès, il y a des hommes et des femmes engagés, compétents et motivés. Dans une économie en constante évolution, développer, valoriser et fidéliser ces talents est devenu un impératif stratégique pour les entreprises. Comment les organisations peuvent-elles optimiser leur capital humain? Quels leviers de motivation, de formation et de reconnaissance permettent réellement d'améliorer la performance globale? Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau deux invités. Il s'agit de Madame Nelly Tioko. Elle est présidente des femmes professionnelles du capital humain. Bienvenue sur notre plateau, Madame. Merci beaucoup, Madame. Je vous en prie, vous n'êtes pas seule. Il y a également Monsieur Brice Ngoran, expert confirmé en gestion du capital humain. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Eh bien, le capital humain, un levier stratégique de performance, Madame Tioko. Quelle définition vous donnez au capital humain? Merci beaucoup, Madame, pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de notre réseau et de parler de la chose qui nous réunit ici, notamment le capital humain. Alors, le capital humain, c'est vraiment l'ensemble des compétences que nous pouvons trouver au sein d'une organisation. Mais quand nous parlons d'organisation, ce n'est pas organisation au sens strict du terme, c'est vraiment tout ce qui est santé, tout ce qui est technologie, tout ce qui accompagne une structure à pouvoir émerger, à pouvoir aller de l'avant. Et quand on parle de capital humain, il faut vraiment le prendre au sens large du terme pour pouvoir voir toutes les compétences qu'on peut impliquer à l'intérieur pour aider une organisation, une structure, un pays, un État à émerger. D'accord. Monsieur Ngoran, dites-nous, dans votre pratique, comment vous voyez le capital humain se transformer en résultats tangibles et en performance pour l'entreprise? Merci, Madame, pour la question. Selon nos expériences, déjà, il faut noter, pour pouvoir atteindre ce résultat qui a été signifié dans la question, il faudrait qu'on ait la bonne personne à la bonne fonction. Et puis, que par derrière, on puisse créer un environnement qui va avec. Donc, the right person to the right place. Donc, cela passe d'ailleurs par un bon recrutement à l'entrée. On met la bonne personne au poste qu'il faut et puis on crée le cadre. Créer le cadre, c'est s'intéresser à l'environnement de travail, au climat, mettre les moyens aussi qu'il faut pour que naturellement on puisse délivrer comme ce qu'on attend. Parce qu'après, on fixe des objectifs qui sont smart, mais dans la smart attitude, il faudrait que tous les éléments soient réunis pour qu'on puisse accompagner véritablement ce capital humain à produire le résultat qu'in fine nous attendons. D'accord. Madame Tioko, votre réseau œuvre pour la promotion et la valorisation du capital humain, notamment celui des femmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos missions et vos objectifs? Alors, nous sommes très heureuses d'être là sur ce plateau. Alors, le réseau Femmes Professionnelles du Capital Humain est une initiative qui est née d'un constat. D'abord, le constat que nous avons fait, c'est que les femmes, de façon systématique, de façon naturelle, ne se mettent pas en avant lorsqu'il y a des opportunités pour des postes en position d'encadrement ou des postes de top manager. Et donc, nous nous sommes dit, il fallait que nous puissions mettre en place ce réseau-là pour accompagner, pour aider, pour former et surtout pour leur permettre de pouvoir avoir confiance en elles, donc qui va passer par tout ce qui est développement personnel. Donc aujourd'hui, ce réseau-là, c'est vraiment pour promouvoir le leadership des femmes dans la fonction RH. Mais ce réseau ne met pas seulement en avant les femmes qui sont dans la fonction ressources humaines. Aujourd'hui, quand on parle de capital humain, ce n'est pas que les acteurs de cette fonction-là. Si vous êtes une directrice financière, vous avez en dessous de vous forcément des équipes. Si vous êtes une chef comptable, vous avez des équipes. Et vous aussi, vous êtes sur un accompagnement des collaborateurs. Aujourd'hui, les gestionnaires des ressources humaines, la fonction ressources humaines, elle-même est une fonction partagée.
Et donc, naturellement, tous ceux qui sont en position d'encadrement, eux aussi, pratiquent cette fonction-là. Et donc, pour nous, ce réseau-là, il s'ouvre et il intéresse toutes les personnes, des femmes, des hommes qui sont en position d'encadrement. D'accord. Concrètement, en parlant d'accompagnement, quelles sont les activités que vous initiez au quotidien? Alors, nous sommes vraiment sur la formation, dans tout ce qui est renforcement de capacités, mentorat, les actions de leadership et tout. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment accompagner les femmes pour pouvoir aller de l'avant. Donc, l'accompagnement pour nous passe par la formation, donc du renforcement de capacités, et ça passe aussi par des actions de mentorat. Ce que nous appelons des actions de mentorat, c'est notre capacité à copier des modèles réussis, des modèles de femmes qui ont réussi, des modèles de femmes qui ont émergé, des modèles de femmes qui sont des dirigeantes et qui ont cette casquette déjà de femmes, mais qui arrivent à conduire des entreprises à atteindre leurs objectifs. Donc, on essaie à travers des actions de mentorat de copier cela pour pouvoir le réussir. Et il y a une autre action qui fait partie aussi de nos éléments à mettre en place, c'est tout ce qui est accompagnement des jeunes filles à, bien entendu, choisir la fonction ressources humaines pour la base. Le relais, pour assurer le relais, mais aussi pour toutes ces personnes qui sont en reconversion, parce qu'il y a des personnes qui ont embrassé la fonction soit sur le tas, et donc on se dit il y a déjà une formation initiale de base qui est là. Pourquoi pas les accompagner aussi dans la reconversion. Donc voici un peu les différents axes sur lesquels le réseau est. Très bien. Monsieur Niangoran, dites-nous, quelles sont les priorités pour mieux valoriser le potentiel féminin dans les entreprises? Merci encore une fois pour la question. Déjà, comme j'avais signifié, il faut identifier le talent à l'entrée. Normalement, on a des sessions d'évaluation qui permettent, des assessments aussi qui permettent de pouvoir identifier tous ces éléments-là. Donc, identifier le potentiel de ces jeunes dames qui intègrent l'entreprise. Et puis, le poly, c'est-à-dire les inscrire dans un programme de formation, comme elle a dit, d'accompagnement, et puis de mise en situation. Voilà, on vous forme, on vous accompagne, puis il faudrait que vous puissiez le mettre en pratique. Dans le modèle psychologique qu'on adapte en ressources humaines, on a le modèle apprentissage par essai-erreur. Donc, il ne faudrait pas tout de suite se fustiger lorsqu'on bute sur une difficulté, parce que essai-erreur, on se trompe et on apprend. Donc, naturellement, accompagné par la formation, la mettre en pratique et puis pouvoir, bien sûr, se mettre en lumière. C'est vers ces différents éléments-là qu'on pourra, parce que le potentiel, si on ne le fait pas éclore, il va servir à pas grand-chose. Et on a beaucoup de génies qui sont tués parce que naturellement, ces éléments ne sont pas faits en amont. Il faudrait qu'on ait un programme qui va nous permettre de pouvoir mieux identifier cela, définir un programme d'accompagnement, de développement des compétences et puis mesurer cela et le monitorer. Lorsqu'il n'est pas bon, il va falloir qu'on puisse redéfinir la méthode. Mais il faudrait forcément qu'on puisse y aller parce que, in fine, cette même richesse-là est au même titre que le capital financier, capital matériel. Donc il faudrait qu'on puisse aussi en mettre un point d'honneur sur le développement de tout ce qui est potentiel féminin, puis j'extrapole à tout ce qui est capital. D'accord. Cela m'amène à poser la question de savoir, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises aujourd'hui comprennent l'importance ou l'intérêt de ce capital humain pour l'évolution de l'entreprise? Madame Tioko? Oui, moi je pense que oui, parce que de plus en plus, nous, avec le groupe Expertise Locale, nous avons mis en place des plateformes qui nous permettent de mesurer cela. Aujourd'hui, de plus en plus, les chefs d'entreprise intègrent ces notions de capital humain. D'abord, ils sont les premiers mêmes acteurs, les premiers gestionnaires, et par ricochet, eux aussi constituent une ressource humaine. Et donc, naturellement, ce sont des notions qu'ils intègrent de plus en plus. Parce que vous pouvez mettre en place une structure, vous pouvez injecter de l'argent, vous pouvez investir dans la technologie. Mais si vous n'avez pas les femmes, si vous n'avez pas les hommes pour pouvoir conduire tout ce processus que vous êtes en train de mettre en place, l'entreprise ne va jamais grandir, l'entreprise ne va jamais évoluer. Donc, je pense que cette notion-là, de plus en plus, elle est assez présente et elle est assez claire dans l'esprit du top management. Très bien. Et dans un contexte économique parfois tendu, comment maintenir la motivation et l'engagement des collaborateurs? Monsieur Niangoran?
Ça, c'est un point, je dirais. C'est un point en pratique que j'ai beaucoup vécu. Oui. Bon, dernièrement, on a eu pas mal de crises qui ont amené les entreprises les plus résilientes à rester, d'autres qu'on voit de moins en moins. En fait, déjà, il faut avoir une communication assez claire sur les enjeux que traverse notre entreprise durant cette situation-là. Et puis, il faudrait faire en sorte que les salariés en question sentent l'impact de leur travail dans la solution. Oui. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Il faudrait qu'on sente qu'on est en train de œuvrer à pouvoir résoudre le problème. Pas qu'on fait un travail dans l'ombre. Donc, au-delà de la communication claire, il faudrait que ces agents-là puissent savoir éventuellement que ce qu'ils font à leur niveau, le plus infime qu'il soit, a un impact infini sur l'organisation. Donc, quand est-ce que cela est conçu ainsi, ça va faire que chacun va sentir son apport et même pourra même aller même au-delà même de ses limites parce qu'il sentira qu'il fait un travail qui est valorisant. Et ça m'amène même à parler même d'une théorie de motivation qui est la bifactorielle qui dit que c'est pas seulement que l'argent qui va motiver, il y a tout ce qui va tourner autour. Donc, l'un des facteurs qu'on appelle facteur de motivation qui concerne le travail en lui-même, l'aspect valorisant du travail, les impacts que cela génère et puis la satisfaction personnelle que je tire de cela. Donc, il faut jouer sur ces leviers-là pour que l'agent, même si la situation est difficile, puisse comprendre que on va vers un objectif et j'ai ma pierre à apporter. Et ce sentiment de se dire valorisé là, fera en sorte qu'on pourra gérer au mieux la crise. D'accord. Et bien, cela dit, Madame Tioko, quelles sont les erreurs ou les mauvaises pratiques qu'on peut observer le plus souvent dans la gestion des talents? Wow, ça c'est une question un peu piège. Hein? Alors, on ne va pas considérer ça comme des erreurs parce que dans le milieu professionnel, malheureusement, les erreurs ne sont pas permises. Parce que si vous êtes sur un domaine où vous êtes à l'hôpital, ou bien vous êtes dans le domaine de l'électricité, une petite erreur peut vous coûter la vie. Oui. Et nous savons tous que la vie, elle est sacrée. Et donc, le constat que nous on fait, c'est généralement un manque de confiance que les collaborateurs ont ou qu'ils peuvent avoir. Et un deuxième point, souvent, ce sont des questions de compétences. On revient sur la question de compétences, non pas pour indexer les collaborateurs pour dire qu'ils ne savent pas faire leur travail, mais souvent, on peut arriver sur des positions pour lesquelles on ne maîtrise pas forcément tout le contour du poste. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment que les uns et les autres puissent identifier quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent partir et les éléments sur lesquels on peut faire du renforcement de capacités pour aider. Donc, comme erreur que nous constatons, souvent c'est des erreurs de travail dans la manière de faire. Souvent, on n'a pas une très grande notion des questions, par exemple, financières au sein de la communication interne. Au niveau de la communication interne, on peut avoir par moment l'impression que même les collaborateurs, entre eux-mêmes, ils se marchent sur les pieds parce que, bon, ils se disent que peut-être si un collaborateur est mieux valorisé que l'autre, il va l'empêcher de pouvoir briller. Donc, c'est des petites concurrences en interne qui peuvent ne pas être saines. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on peut observer, mais de façon générale, c'est souvent les questions de compétences qui reviennent. Qui reviennent, d'accord. Selon vous, M. Nyangoran, quelle qualité essentielle un leader doit-il incarner pour transformer le potentiel humain? Bien sûr, véritable moteur de performance. Ok, je vais procéder par une citation. Allez-y. Aujourd'hui, le leadership n'est plus une question de pouvoir, mais plutôt une question de service. Donc, le leader aussi doit s'intéresser doit se poser la question comment je fais pour amener mon équipe à réussir. Sans cela, qu'on va connaître le bon leader. Donc, ça, naturellement, passer par l'écoute. Il faudrait que tu puisses écouter tes collaborateurs, les accompagner dans le quotidien. Et puis, il faudrait que tu puisses leur faire des feedbacks constructifs qui vont améliorer continuellement la marche vers l'objectif, comme on appelle ça, je dirais, attendu. Donc, le leader doit plus être au service. C'est en cela qu'on va mieux te reconnaître. Ce n'est pas en ta position, puisque la position, est-ce qu'on va appeler le leadership naturel, je dirais légitime, que te confère ta fonction. Mais ce naturel-là, tu vas arriver à le développer lorsque naturellement tu vas te mettre au service
de tes collaborateurs, parce que par derrière, c'est eux qui feront le travail d'exécution, le travail de conception, et puis nous, par derrière, en tant que manager, en tant que leader, on doit pouvoir les accompagner. Donc c'est plus du service aujourd'hui que moi je pense, hein. C'est un peu ça mon approche aujourd'hui, pas une question de pouvoir, mais comment amener mes collaborateurs à pouvoir réussir leurs différentes missions. D'accord. Toujours dans ce cadre d'environnement propice aux salariés d'être plus productifs au bénéfice de l'entreprise. Mais dites-nous, Madame Tioko, en quoi est-ce que l'épanouissement personnel et professionnel des salariés peut-il impacter directement la productivité d'une entreprise? D'accord. Avant de répondre, je souhaiterais compléter un peu son point. Alors, sur les questions de leadership, nous avons identifié ce qu'on appelle les sources du pouvoir. Aujourd'hui, vous, madame, vous êtes la journaliste présentatrice, mais à partir du moment où, par une note de service ou par une lettre de nomination, on vous nomme comme la directrice générale de Medi 1 TV, vous avez ce qu'on appelle le pouvoir de position. Donc, du fait de ce pouvoir de position, il y a un respect naturel qui va venir des autres membres de l'équipe, de toute l'organisation, parce que désormais, c'est vous qui incarnez la direction générale. Et donc, vous, à votre niveau, en qualité de leader, parce qu'on vous a donné cette position, ce pouvoir de position, à partir de cette position-là, vous devez développer ce que l'on appelle le pouvoir de l'expertise. C'est-à-dire démontrer que vous êtes le directeur général parce que vous avez cette expertise et vous savez gérer les hommes. Vous devez développer par derrière votre pouvoir aussi de réseautage. C'est-à-dire lorsqu'on est confronté à une difficulté, lorsqu'on est confronté à une situation, votre capacité à contacter votre réseau. Et il y a ce qu'on appelle le pouvoir de partage, c'est-à-dire votre capacité à démontrer aussi bien au conseil d'administration, aux autres directeurs des autres chaînes de télévision qui font partie de tout votre écosystème. Donc, tous ces éléments de pouvoir que nous avons identifiés constituent ce qui va faire que ce leader-là va s'imposer de façon naturelle dans sa fonction. Et bien entendu, quand on parle de bien-être au travail, je rebondis en même temps sur votre question. Oui, c'est sur la question épanouissement personnel, professionnel. Quand on parle de bien-être au travail et d'épanouissement, pour nous, il faudrait que ces questions-là fassent partie intégrante même de la construction de l'entreprise, c'est-à-dire à travers un système qui permette aux collaborateurs de se sentir bien, donc déjà sur tout ce qui est question d'ergonomie, et ensuite la capacité pour l'entreprise à pouvoir s'adapter à son contexte. Donc si vous êtes sur des horaires difficile où les collaborateurs doivent arriver très tôt, peut-être partir un peu tard, c'est votre capacité par exemple à permettre à ce qu'il y ait des horaires ou des espaces de pause ou des espaces verts ou bien intégrer des subventions pour permettre à ce que les collaborateurs n'aient pas à aller manger, à souffrir pour manger, se déplacer, aller loin. Donc c'est tout ce système-là qu'on peut mettre au sein des organisations pour leur permettre vraiment de trouver leur équilibre dans le travail et que ce travail-là, ils ne sentent pas vraiment la pénibilité de ce travail-là. Monsieur Niangoran, dites-nous votre observation sur le bien-être du salarié au travail. En termes d'additifs, un autre point, c'est le volet santé au travail aussi, au niveau du bien-être. Intégrer les notions de santé mentale, c'est très important. Les entreprises qui intègrent ça ont de meilleurs résultats. Aujourd'hui, chez UT Finance, par exemple, nous avons un partenariat qui nous permet de gérer la santé mentale des collaborateurs. Au-delà de ce qui est régalien prévu par la loi, à savoir le comité santé et sécurité et consorts, on a aussi un cabinet qui gère la santé mentale de nos collaborateurs. On a des psychologues qui sont à l'écoute. On les appelle sporadiques pour pouvoir savoir si éventuellement le monsieur est sous stress. Parce qu'un travail stressé peut rendre en 2 jours un travail qu'il aurait pu faire en quelques heures. Donc, ce vocable-là, on l'intègre. C'est vrai que dans nos réalités, aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un d'appeler un psychologue, on a encore cette conception-là. Mais en fait, les questions de stress, pour faire imager, les questions de stress pour moi, ce qui fait que c'est passé chez nous, c'est que quand je leur ai dit que concevez le stress comme une climatisation que vous avez installée chez vous à la maison, par derrière, on a juste un tuyau qui ressort de l'eau. Une chose est sûre, c'est que si l'eau ne sort pas derrière, vous n'aurez pas d'air frais. D'accord. Et l'eau qui sort par derrière à la maison, il est recueilli dans un seau. Progressivement, ça remplit.
Et quand le seau est rempli, il faut le vider. C'est un peu ça le stress. Donc le travail en lui-même, une chose est sûre, sans eau, on n'a pas d'air frais. Donc du coup, on ne peut pas avoir un travail sans stress. Donc tout de suite, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Tous les travaux sont stressants. Maintenant, quand ça vient, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on puisse vider le seau qui est rempli. Si on ne le vide pas, le lendemain, quand on vient, il déborde. Et c'est ce qui fait ce qu'on appelle le burn-out. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc il faut amener le collaborateur à pouvoir vider son seau. Parce que chaque journée va entraîner du stress. Quand il y a du travail, il y a du stress. Quand il n'y en a pas aussi, il y a du stress. Donc tout compte fait, Eleonora, comment gérer cela? Donc aujourd'hui, on intègre cela dans nos pratiques. Et c'est très bien parce que j'ai déjà eu plusieurs fois des panels auxquels Nelly avait invité les spécialistes de la question. Donc il faut s'intégrer ça dans la stratégie de gestion au niveau du capital humain. D'accord, très bien. Bien noté. Alors, Madame Tioko, dites-nous, les jeunes talents, notamment féminins, aspirent bien sûr à des responsabilités. Quelles sont les initiatives à encourager? Alors, comme initiative à encourager, c'est vraiment les modèles à suivre. Vous voyez, très souvent, on peut se plaindre de ce qu'il n'y ait pas de modèle, qu'on ne connaisse pas des femmes leaders. C'est ce qui est récurrent dans les salons. C'est ce qui est récurrent. Et donc les gens disent oui, c'est toujours les influenceurs, les influenceuses qui sont mis en avant. Mais aujourd'hui, nous encourageons vraiment les femmes leaders à communiquer. De plus en plus, les gens agissent par mimétisme. Ce qui est bien, qu'on voit, on a envie de copier. Et nous, aujourd'hui, dans notre réseau, nous avons instauré des formations où nous faisons venir des femmes leaders d'un certain niveau pour parler de leurs exemples, pour parler de leurs modèles, pour parler de leurs réussites, mais pour parler aussi de leurs échecs. Parce qu'en parlant de leurs échecs, cela permet d'anticiper sur les échecs même qu'on pourrait faire et de nous permettre de pouvoir passer d'un certain niveau à un autre. Donc, nous, généralement, on n'y pense pas. On espère réussir dans tel ou tel domaine, mais échouer, on n'y pense pas tellement. Donc, quand ça vient, ça crée un choc. Si. Mais pourtant l'échec fait partie des paliers pour pouvoir évoluer. Quand on échoue et qu'on reconnaît, ou du moins quand on sait faire le bilan de cet échec pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et comment est-ce que je devrais procéder la prochaine fois pour que ça marche, ça nous aide justement à pouvoir gravir ce palier-là. Donc au niveau du réseau, justement, nous avons des sessions où nous invitons les femmes à venir écouter d'autres femmes qui ont réussi mais qui ont échoué. Et surtout, souvent quand elles partagent leurs échecs, c'est avec beaucoup de joie puisque c'est plusieurs années après. Donc elles sont capables de vous dire, moi j'avais fait ça à l'époque, mais je vous assure que voici le résultat que ça m'a donné. Donc souvent après, dans les échanges, il y en a qui disent, ah mais j'étais sur votre chemin, mais quand j'ai compris que ça va être un échec, je vais prendre telle option et ainsi de suite. C'est cela. Alors, on vous a bien compris, Madame Tioko. Monsieur Nyongoran, dites-nous, le digital transforme nos métiers. Alors, comment réussir cette transition sans laisser certaines catégories de travailleurs, notamment les femmes en marge? Au niveau du digital? Oui, du digital, très rapidement. Ok, aujourd'hui, c'est une réalité. Je dirais même que ça s'impose à nous. Avec toutes les questions de l'IA, aujourd'hui, on a la Gen Z. Moi, j'ai un âge moyen de 32 ans. Mais dans 5 ans, je vais me retrouver à 28 ans. Donc, naturellement, ce sont des outils qu'on doit intégrer dans les habitudes. Juste qu'il faut pouvoir encadrer cela, parce qu'on n'a pas encore de cadre réglementaire, mais toutes les IA qu'on utilise, pour la plupart, sont des open source. Donc, attention à ne pas mettre des données de l'entreprise sur des plateformes IA pour avoir. Donc, il y a cette sensibilisation-là déjà. Et puis, aller dans une question de gestion du changement, progressivement, digitaliser progressivement les différents processus métiers. Et puis, intégrer les utilisateurs dans le processus de transformation. Ce n'est pas un prestataire qui vient là, il transforme puis vous demande d'utiliser. Non. Il faudrait que vous soyez partie prenante dans la transformation pour que vous sachiez ce qu'on faisait aujourd'hui comme ça est fait, mais de cette manière, et j'ai participé à mettre ça comme ça. Donc, quand bien même d'autres même développent, tu peux leur dire, mais non, attention, là, c'est pas comme ça. Mais si on n'a pas été partie prenante dans le processus, ça sera difficile dans la gestion du changement. Donc,
mettre toutes ces personnes-là dans le processus de transformation et puis le faire progressivement. Parce qu'in fine, on ne pourra plus travailler sans le digital. Sans le digital, d'accord. Madame Tioko, je vous laisse réagir très rapidement sur la question, le digital qui transforme les métiers, comment on doit s'adapter selon vous, très rapidement. Oui. Nous, sur la fonction ressources humaines, certains confrères ont un peu peur du fait qu'il y a des métiers qui vont évoluer. Ça, c'est un peu la psychose qui revient à chaque fois qu'il y a des conférences et tout. Mais moi, je veux juste rassurer parce que aujourd'hui, tout ce qui est intelligence artificielle a été conçu par l'homme. Souvent, on oublie ces aspects-là. Et donc, forcément, lorsque ça a été conçu par l'homme, il y a certes des métiers qui vont disparaître, mais les métiers vont se réinventer. Donc moi, c'est juste pour rassurer les uns les autres et surtout les interpeller sur leur capacité de changement, de développement personnel et de ne pas avoir peur de quelque chose que l'homme même a inventé en fait. Parce que c'est nous qui sommes à la base de cette invention. D'accord, bien noté. Merci Madame Nelly Tioko d'être passée sur notre plateau. Vous êtes présidente des femmes professionnelles du capital humain. Et vous, Monsieur Brice Nyangouran, vous êtes spécialiste en gestion du capital humain. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Plaisir. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin du talk pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro et avec le même plaisir.